Chapitre 23. Ultimatum. Lunettes à effet, microscope sur le bout du nez, Sarah étudie consciencieusement les composants du bidule étalés sur son plan de travail. La pièce principale de l'appartement abrite à la fois le laboratoire et la bibliothèque de Madame Katowski. Je suis impressionnée par le nombre de volumes papier qui s'alignent sur les murs, plus encore que par la débauche de matos informatiques. Quand je pense que tous ces bouquins peuvent tenir dans la mémoire d'un com, je m'étonne qu'on puisse s'encombrer d'autant de vieilleries. Sarah effectue une brève série de gestes et aussitôt un écran mural s'éclaire. S'affiche alors une compilation d'infos prélevées sur différents sites ayant relaté le scandale de Laval et les dérives déontologiques du professeur Kaloum. Pour faire simple, explique Sarah après une brève lecture, Kaloum a trouvé le moyen de stimuler à distance ce qu'on appelle l'amygdale grâce à ce que tu nommes ce bidule. Il envoie des ordres de l'espèce de broche que tu as vu greffée sur la nuque d'Erwan. C'est elle qui agit sur l'amygdale. Je croyais que les amygdales se trouvaient dans la gorge, pas dans le cerveau, fais-je finement remarquer. C'est le même mot, mais pas le même organe, précise gentiment Sarah. Cette amygdale-là assure la liaison entre ce que tes yeux voient, traduit sous forme d'impulsion électrique par ton nerf optique, et ce que tu ressens. Par exemple, si tu aperçois un truc rampant à tes pieds, ton amygdale va activer la zone de ton cerveau la plus instinctive, l'hypothalamus entre autres, et déclencher une réponse émotionnelle adéquate avant même que tu aies prononcé le mot serpent. La trouille ? Oui, la peur est sans doute le plus vieux réflexe de l'homme. On dit qu'elle donne des ailes pour mieux fuir un danger. En fait, elle accélère ton rythme cardiaque, ton cœur pompe beaucoup plus de sang pour que tes muscles fonctionnent à plein régime. Et je peux prendre mes jambes à mon cou. Exact. Ce qui te sauve la vie. Et à l'inverse, si on peut empêcher artificiellement ton amygdale d'envoyer certains signaux, tu resteras sage comme une image, plus zen qu'un moine bouddhiste. Tout ça grâce à ce bidule, le rêve de chaque parent. Et le cauchemar de chaque ado, conclut Sarah. La seule bonne nouvelle, c'est que l'opération est réversible. Une fois la broche enlevée, l'individu n'est plus sous contrôle. Il redevient libre. Depuis le fauteuil, où il s'est avachi avec le reste de tarte, Mouna intervient alors dans la conversation. Si le protocole expérimental du programme APO est validé par le ministère, plus besoin de centres de rééducation comme le camp. Car pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Je te parie que tous les ados de la zone out, des délinquants évidemment, se trouveront bientôt dotés d'une broche de contrôle. Et on ne confiera pas le bidule à leurs parents, jugés irresponsables comme Betty. En revanche, j'imagine parfaitement que les GIM en seront équipés. Une hallucinante perspective qui me fait froid dans le dos. La police dispose en de l'arme absolue en termes de contrôle du comportement. Et pourquoi se cantonner aux flics? Les profs pourront aussi en être équipés du merveilleux gadget, plus de classe agitée, de notes contestées, etc. Tout conflit se résolvant par un zap définitif et sans appel. Les gens ne vont pas accepter ça. De quels gens parles-tu? Demande perfidement Mouna. Des paumés out qui échangent déjà leurs enfants contre une poignée de billets ou des braves parents in qui les inscrivent en stage de rééducation? Touché en plein cœur et ça me fait mal, parce que la vérité est toujours cruelle. Les heures défilent interminables. Vautrée dans son fauteuil, Mouna ronfle déjà depuis un moment, digérant la tarte de Sarah. L'attention de cette dernière, en revanche, ne faiblit pas. S'interrompant parfois pour se verser une nouvelle tasse de thé, elle explore les arcanes du réseau, traquant les indices qui permettraient de localiser Drake et avec lui Erwan. Regarde, Lou, je viens de m'introduire dans les banques de données du ministère de la Sécurité publique, là où sont archivées les images capturées par les drones. La loi stipule que toute intervention d'un GIM doit s'effectuer sous l'œil d'un de ces petits espions volants. Voici l'enregistrement de l'arrestation du professeur Kaloum. Je me concentre sur l'écran mural malgré mes yeux explosés par la fatigue. L'angle de prise de vue couvre non seulement la villa, mais aussi une partie du quartier privé. Sarah isole la scène qui nous intéresse. Erwan déboulant à petite foulée du sous-bois d'un côté de la propriété, tandis que, de l'autre, le GIM barre la route du 4x4 prêt à prendre la fuite. Sarah zoome sur son petit-fils. Parvenu aux limites du domaine, Erwan se fige et attend. Pas très longtemps.
Drake fait irruption dans le cadre de l'image. Il arrête la moto de Mouna devant la clôture, puis, souple et rapide, il escalade la grille, bascule de l'autre côté, aide Erwan à franchir l'obstacle et repasse côté rue à son tour. 3 secondes de plus et la moto disparaît, emportant 2 passagers. Le drone, affecté à la surveillance du périph', nous montre ensuite la moto se faufilant dans le flot de la circulation, quelque part dans le secteur nord. Futé Drake emprunte une des sorties pour la zone out, échappant ainsi à la vigilance des espions aériens. Il n'y a plus qu'à espérer que cette tordure utilise à nouveau son com, laisse froidement tomber Sarah. Je vais lancer mes logiciels de détection et garder un œil ouvert. Tu peux te reposer, Lou. J'obéis à mon hôte, appréciant de relâcher la tension accumulée depuis ce matin. Dans un état de semi-somnolence, je me dirige vers un canapé et je me laisse pratiquement tomber dessus. Je ne tarde pas à fermer les yeux. « Réveillez-vous » s'écrie Sarah. « Il a réactivé son com. » Je sursaute, et il me faut un moment avant de me rappeler où je me trouve. Je remarque qu'il fait nuit dehors. À l'intérieur, la seule lumière émane de l'écran mural. Le plan de la ville y a remplacé les images prises par les drones. Le logiciel de détection est en chasse, avec, dans son point de mire, Patrick Drake. « Où est-il » interroge Mouna du fond de son fauteuil. « Trop tôt pour le dire. Toujours en zone out a priori, mais je... » Un tri mélodique interrompt Sarah. Elle se retourne vers son fils. Celui-ci reste d'abord médusé, puis, d'un coup, se redresse comme sous l'effet d'un ressort et sort son com de sa poche. « C'est lui ? Il cherche à me joindre. » Sarah n'est pas en reste. Exécutant une rapide série de commandes gestuelles, elle lance dans le même temps. « Branche le haut-parleur, fais durer la conversation le plus longtemps possible, je dois absolument le localiser. » Mouna hoche son double menton. Quand Sarah lui fait signe, il prend l'appel. La voix de Drake résonne aussitôt dans la bibliothèque. « Kat, écoute attentivement, je ne vais pas répéter. Si tu veux revoir ton fiston, arrange-toi pour me procurer un jeu de copie d'identité valide. Je veux la totale, nouvelles empreintes rétiniennes incluses. Un fouille-merde dans ton genre doit savoir comment s'y prendre pour trouver ça. Sinon tu n'aurais pas pu arriver jusqu'à chez Kaloum. » Mouna ne se démonte pas et rétorque calmement. « Qu'est-ce qui t'arrive, Descartes? On dirait que tu t'apprêtes à quitter le pays. Ton employeur te lâche? Protec ne veut pas couvrir son bon petit soldat? Vigiloro non plus? Je vois que tu as fait du bon boulot. Ta réputation de fouineur professionnel n'est pas usurpée. Pas mal pour un ex-alcoolo. Mais tu n'es pas en position de faire de l'humour, gros lard. Je te laisse jusqu'à demain midi. Je te contacterai à nouveau pour t'indiquer où se fera l'échange. Si tu te montres déobéissant, il se pourrait même que je te rende ta bécane. Elle est un peu trop bruyante et pas assez rapide à mon goût. Dans ton genre, quoi. Grande gueule et lourdingue. » Sur cette dernière aimabilité, Drake coupe la communication. Mouna replie son com en serrant les dents. Mâchoire crispée. Il se détend à peine pour demander à Sarah. « Tu as eu le temps de le repérer ?» Le logiciel a délimité un secteur out, mais ça ne nous avance guère. Il y a environ 100 000 habitants dans le coin. Alors c'est foutu. Peut-être pas, Michael. Rien ne t'a choqué dans son discours? Non, non, je ne vois pas. Il sait qui je suis depuis le temps que j'essaie de pourrir la vie à son employeur, et il sait aussi qui est Erwan. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu son inscription au camp. Précisément, Descartes, te connais trop bien, jusqu'à ne rien ignorer de tes problèmes avec la boisson. Comment les gens de chez Protec ont-ils pu découvrir qu'Erwan est ton fils? Je te rappelle que le juge a autorisé Betty à lui retirer ton nom, notre nom, de famille. Officiellement, Erwan n'a plus aucun lien avec les Katowski. Alors selon toi, comment Descartes a-t-il été mis au courant? Lentement, le visage de Mouna se décompose. J'ai moi aussi suivi le raisonnement qui conduit à l'inévitable et terrible conclusion. Parce que Betty a rencontré Descartes et l'a informé. Certainement contre de l'argent, comme la mère des sœurs Marquez ou les parents de Thomas Gunzig. Autrement dit, elle a vendu Erwan à Protec.